1er avril 2010. Ma collaboratrice et amie est victime d'un infarctus par spasme d'une artère coronaire. On lui prescrit alors des statines, un médicament anticholestérol censé la protéger. Progressivement, sa santé va se dégrader. Elle maigrit, ne dort plus, des crampes terribles, des douleurs violentes, une fonte musculaire impressionnante et surtout une immense fatigue qui l'empêche de se lever. Ostéopathe de formation, je passe des nuits entières pour tenter de remonter son énergie, mais cela ne tient pas. Nous ne savons plus que faire, nous craignons parfois le pire. Les semaines passent, terribles. Un jour, par hasard, un ami, le docteur François Lallemand, nous dit d'arrêter immédiatement les statines car c'est la cause de tous les problèmes. Ok, les statines sont stoppées. Effectivement, sa santé remonte peu à peu. 8 mois après, les nuits se sont apaisées, le cœur s'est régulé, les crampes ont disparu, le goût à la vie est revenu, elle retrouve progressivement son autonomie, elle peut recommencer à faire des efforts physiques. Ce qui est terrible, c'est que mon ami mourait non pas des suites de la crise cardiaque, mais des effets secondaires des statines censées la protéger. Révolté, je me suis donc depuis plus que renseigné sur ce produit miracle. Pour certains chercheurs, c'est un véritable poison pour l'organisme. Les muscles, les os, le cerveau, le foie peuvent être gravement atteints par effets secondaires. On parle même d'Alzheimer et de démence sénile. Hallucinant. Nous tombons par hasard au salon Marjolaine sur le livre de Michel de Lorgeril sur le cholestérol. Il a confirmé en pire tout ce que l'on nous avait dit. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que on est au cœur de, c'est du Molière, hein, c'est Dr Knock, hein, on fabrique artificiellement des gens malades qui ne le sont pas, sur la base de chiffres arbitraires, totalement arbitraires. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont en bonne santé. Il y a 150 000 personnes qui décèdent chaque année en France d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral. Donc il y a quand même des gens qui sont malades. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'empêcher? Et la question immédiatement qui vient après, c'est est-ce que ce que l'on fait à l'heure actuelle est efficace? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des données scientifiques qui permettent de dire voilà exactement ce qu'il faut faire? Et bien, tout le problème est là. Tout le problème est là. Aujourd'hui, on peut dire que la médecine scientifique est totalement au service d'intérêts particuliers, c'est-à-dire de l'intérêt des industriels et de l'agro-business, et par conséquent, elle n'a plus aucune autonomie de raisonnement. Elle fabrique littéralement à la demande des données scientifiques qui sont favorables au business, et non plus à la santé des gens. Et il suffit de prendre un exemple. C'est le Mediator. Voilà donc toute une corporation qui n'a rien dit, qui n'a rien vu, qui n'a pas averti, qui n'a pas alerté, et on a les victimes. Mais encore avec le Mediator, on a une problématique que je qualifierais d'archaïque. C'est-à-dire que il n'y avait même pas de science sérieuse derrière les prescriptions du Mediator. C'est-à-dire c'est vraiment un industriel qui a laissé faire plus que construit un raisonnement pour vendre son produit. Avec d'autres médicaments comme les médicaments contre l'hypertension artérielle ou les médicaments contre le cholestérol ou les médicaments contre les taux élevés de glucose, là on est dans d'une toute autre échelle, c'est-à-dire que les industriels et leurs alliés dans les universités, dans les laboratoires de recherche, etc., ont construit littéralement toute une histoire avec une base scientifique qui apparaît sérieuse, qui semble sérieuse. Et ce que nous, on a démontré, c'est que en fait, cette base scientifique, elle n'était absolument pas solide. C'est toute l'affaire du cholestérol et derrière des médicaments anti-cholestérol, d'un point de vue scientifique, ça ne tient pas la route. Nous allons pour commencer nous intéresser à une pilule que vous êtes nombreux à avaler quotidiennement.
Des centaines de millions de personnes à travers le monde sont sous statine, comme on dit, pour baisser le taux de cholestérol. C'est la classe de médicaments la plus vendue au monde, celle qui génère les plus gros bénéfices pour l'industrie pharmaceutique. C'est aussi celle qui fait l'objet d'une des plus grosses controverses médicales à l'échelon planétaire. Entre toxicité sous-évaluée et efficacité exagérée, peut-on encore faire confiance aux statines ? Le succès de cette classe de médicaments a pour origine une peur collective du cholestérol, une peur induite et amplifiée par d'habitude. On arrive à une identification de la population par son taux de cholestérol maintenant. Exactement, exactement. Dis-moi ton taux de cholestérol et je vais te dire de quoi tu vas mourir. C'est totalement arbitraire, c'est totalement spectaculaire, c'est marchandisé, ça ne repose sur aucune base scientifique. Il suffirait qu'au niveau d'un ministère, quelque part, d'une haute autorité de santé, et vous avez vu ce que valaient les hautes autorités de santé en France, que ce soit l'AFSA, l'AFSAP et autres autorités de santé, à propos du Mediator. C'est-à-dire ça ne vaut rien. Et encore aujourd'hui, ils ne savent pas comment procéder pour essayer de conseiller la population. Donc là, on est véritablement dans un contexte qui est tellement contaminé qu'on ne sait plus, et les médecins, il faut pas accuser non plus les médecins, parce que le médecin praticien, qui même un spécialiste, il ne sait plus où donner de la tête, il ne comprend plus. Car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le cholestérol est une molécule vitale. C'est un composé très important pour les membranes cellulaires. Le cholestérol entoure littéralement toutes nos cellules. Il contrôle nos interactions avec l'environnement et c'est également un précurseur pour de nombreuses hormones comme les hormones sexuelles, les œstrogènes. Le cholestérol est également un précurseur pour la vitamine D, une vitamine très importante. Finalement, on pense que le cholestérol contrôle l'activité de nombreuses protéines impliquées dans les échanges de signaux, dans la croissance de nos cellules, etc. Que serions-nous sans cholestérol? Eh bien, un vertébré serait mort sans cholestérol. Un vertébré serait mort sans cholestérol. Un vertébré serait mort sans cholestérol. Même un spécialiste, il ne sait plus où donner de la tête, il ne comprend plus. Et donc, il va se référer aux autorités de santé, soi-disant au-dessus des intérêts commerciaux pour sa pratique médicale, et il fait malheureusement pour lui des erreurs, mais bien souvent, pas toujours, mais en 90% des cas, c'est en toute bonne foi. Et donc, le médecin est aussi victime que le patient. Et donc le cas du cholestérol est absolument symptomatique de cette dérive. Je dirais que c'est une véritable maladie qui atteint aujourd'hui et la pratique médicale et les sciences médicales, c'est-à-dire l'expertise. Vis-à-vis des autorités médicales, les médecins ne risquent rien car un médecin est seul responsable du traitement de son patient. Ça, c'est un principe de base de la médecine. Par contre, un patient ou une famille peuvent se retourner contre un médecin en lui disant vous n'avez pas fait correctement votre travail, vous n'avez pas respecté, on va dire, les recommandations générales de telle société savante, vous ne connaissez pas votre métier, vous faites mal votre métier. Alors, il y a quelques années, c'était effectivement quelque chose que l'on pouvait craindre, mais aujourd'hui, il y a suffisamment de contestations dans la société, y compris par exemple les livres que j'écris ou les conférences que je donne, qui donnent la possibilité aux médecins de retrouver leur liberté, à condition qu'ils connaissent le problème, c'est-à-dire à condition qu'ils disent voilà, la société savante me dit que je dois faire ça, je le sais, mais je ne le fais pas parce que j'ai tel argument. Ce patient ne convient pas, le médicament que l'on me donne, que l'on me dit de donner, je ne le veux pas, ou bien je ne reconnais pas comme valides les recommandations officielles de ces conférences de consensus, qui d'ailleurs sont extrêmement critiquées aujourd'hui de tous les côtés, parce qu'on sait que les membres de ces conférences de consensus ont des conflits d'intérêts, déclarés ou pas, et que par conséquent, en fait, ils travaillent pour le business. Alors, si on me demande que faire face à un cholestérol élevé, je vous réponds la chose suivante. Un individu, ce n'est pas un chiffre, et encore moins un dosage biologique. Un individu, c'est un tout. Certains ont un cholestérol élevé en étant en très bonne santé,
D'autres ont un cholestérol bas en étant en mauvaise santé. Donc le curseur cholestérol peut varier d'un individu à l'autre en fonction d'une multitude de facteurs, notamment des facteurs génétiques ou des facteurs du mode de vie, la manière dont on mange, etc. Donc le cholestérol en lui-même, c'est un indicateur d'un mode de vie, mais c'est un très mauvais indicateur du risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, surtout d'ailleurs de l'accident vasculaire cérébral. En conséquence, un patient est un tout, et c'est sa globalité qui doit être prise quand on évalue un chiffre de cholestérol. Personnellement, je pense que ça ne sert à rien de mesurer un cholestérol. Il pourrait me servir pour évaluer indirectement le mode de vie d'un patient. Effectivement, si vous mangez 1 kilo de beurre tous les matins à votre petit déjeuner, votre cholestérol va tendre à être élevé. Pas chez tout le monde. En fonction de votre tube digestif, de la manière dont vous métabolisez les graisses saturées, vous n'aurez pas forcément un cholestérol très élevé en mangeant beaucoup de beurre. Mais si vous êtes un gros mangeur de produits de graisses animales, un sédentaire et un certain nombre d'autres facteurs, la probabilité que votre cholestérol aille vers le haut est élevée. Mais franchement, je n'ai pas besoin du cholestérol pour savoir quel est le mode de vie de mon patient. Il suffit que je l'interroge, il suffit que je prenne un tout petit peu de temps pour lui demander comment il mange, comment il bouge, quel est son mode de vie, quel est son travail, etc. J'en aurai beaucoup plus d'informations sur lui qu'en mesurant son cholestérol. Et d'autre part, au-delà du temps passé à évaluer le mode de vie, en fait, quelque part, les 4 facteurs de risque dont j'ai parlé, je serais beaucoup plus intéressé chez ce patient, chez cet individu, à faire un examen physique de ses artères. Les cardiologues, les médecins ont des stéthoscopes, ils ont des mains pour palper les pouls, pour évaluer l'état des artères. Ils peuvent même mesurer la pression artérielle, que ce ne soit pas non plus un très bon indicateur. Ils peuvent ausculter chacune des artères de notre corps pour voir si elles sont en bon état ou pas. Aujourd'hui, on a en plus la chance d'avoir des appareils d'imagerie qui permettent aussi d'avoir une idée des images. Encore faut-il les interpréter correctement, et là aussi il y a du business, et là aussi on fait croire aux gens que parce que la paroi d'une artère est un peu épaissie au niveau de la carotide, oh là là, ça y est, on est malade, ce qui est complètement faux. Donc en fait le business, la marchandisation et la déformation, on va dire la spectacularisation des maladies, elle est partout dans notre société aujourd'hui. Donc face à un cholestérol élevé, c'est pas le stress lui-même, ni même la gestion du stress, indirectement peut-être, mais vous avez un problème au boulot. Votre patron, soit vous êtes patron et vos employés vous posent un problème, une grève, etc. Soit vous êtes employé et votre patron vous contraint à je ne sais pas quoi. Bon, c'est une contrainte professionnelle. Ça peut être aussi un problème avec votre conjoint à la maison, avec vos enfants, etc. C'est la façon dont vous allez vous organiser qui importe. Si vous rentrez à la maison complètement, découragé, que vous foutez devant la télé, que vous passez 4 heures d'affilée devant la télé en mangeant du chocolat, en fumant des cigarettes, vous voyez que c'est le début de la fin. Là, vous allez droit aux ennuis. Par contre, si, face à l'adversité, je puis dire, vous vous dites, je mets des baskets et puis je vais faire un jogging, ou bien je mets mon casque et je vais faire du vélo, une promenade, ou bien je vais au ciné, je ne sais pas quoi, ou bien je vais boire un coup avec des copains, ou bien, vous voyez, la façon dont vous allez vous organiser pour dépasser cette phase difficile, et les phases difficiles, ça n'arrête pas dans la vie de quelqu'un, c'est la façon dont vous allez vous débarrasser de vos ennuis qui comptent, et pas l'ennui lui-même. Et donc à ce moment-là, on revient aux 4 facteurs fondamentaux, c'est-à-dire comment vous allez vous nourrir, comment vous allez bouger votre corps. C'est très très important. C'est pas tellement bouger pour bouger, c'est parce que quand vous bougez, vous entraînez un certain nombre de tissus de votre organisme à devenir résistants au manque d'oxygène, résistants à toutes sortes de poisons. C'est vrai pour le cœur lui-même, mais c'est vrai aussi pour la paroi interne des artères. Les médecins ou ceux qui font de la prévention, ils parlent tout le temps du cholestérol, mais en fait, ça n'a aucune importance.
aucune importance. Ce qui compte, c'est l'endothélium, c'est-à-dire la surface interne des artères qui produit des substances qui sont anti-caillots, anti-thrombotiques. Donc c'est bien ça. C'est l'altération de l'artère qui est importante et non le taux de cholestérol. Cette altération peut être anatomique ou fonctionnelle. Essayons d'y voir plus clair. Une artère est formée de 3 couches cellulaires, l'adventice, qui nourrit la paroi, la média, constituée de cellules musculaires, et l'endothélium, constitué de cellules qui tapissent la paroi interne de l'artère. L'endothélium empêche le sang de coaguler car il produit des substances antiplaquettaires en permanence. En cas d'altération mineure de l'endothélium, les plaquettes se précipitent sur la lésion pour la réparer en formant un amas qui souvent n'est pas solide et qui peut se désagréger en quelques secondes. En cas de blessure plus importante de l'intima, les choses se compliquent un peu par l'enclenchement du système complexe de la coagulation. La fibrine, une molécule qui circule dans le sang, est sollicitée avec d'autres cellules, globules rouges, globules blancs, pour renforcer la réparation et donc former un caillot plus solide, plus compact, mais non obstructif. C'est un peu comme si on rajoutait un durcisseur dans du mortier. Il reste parfois une cicatrice qui peut se transformer en plaque d'athérosclérose parfois dangereuse car elle diminue le calibre de l'artère, mais sans jamais la boucher. Pour expliquer l'oblitération totale de l'artère, 2 théories dites alternatives à celle du « cholestérol responsable de tout » sont retenues par Michel de Lorgeril. La première, les caillots, après s'être incrustés dans la paroi de l'artère, le processus de réparation et de cicatrisation continuant à agir, la sclérose prolifère comme une tumeur bénigne et le calibre de l'artère se réduit dangereusement. Pour la deuxième théorie, la simple dysfonction de l'endothélium va déclencher la migration des cellules musculaires lisses qui prolifèrent comme des cellules tumorales bénignes et vont diminuer le calibre de l'artère. Remarquons qu'il n'est toujours pas question de cholestérol pour expliquer le problème. Mais pourquoi une artère se blesse ou s'altère? De nombreux facteurs y contribuent. Le monoxyde de carbone, de la fumée du tabac, les petites particules de diesel et bien d'autres facteurs, comme dans le cas de ma compagne qui ne fumait pas et avait une hygiène alimentaire parfaite, des amibes qui s'étaient accrochées à l'artère et l'avaient griffée et donc altérée avec les conséquences que l'on sait. Certains cardiologues montrent que 2 tiers des AVC ou crises cardiaques ont pour origine une infestation amibienne. Mais c'est une autre histoire. Beaucoup plus que de cholestérol, il faudrait parler d'oxyde nitrique, il faudrait parler de prostacycline, etc. Ça, ce sont des substances importantes et pour que nos cellules soient capables de les fabriquer au bon moment et en quantité suffisante, alors il faut protéger ces cellules. Donc il faut protéger son endothélium. Pour protéger son endothélium, il ne faut pas l'empoisonner. Par exemple, le fumeur avec son monoxyde de carbone, ça c'est vraiment un poison de l'endothélium. Mais l'exercice physique, faire travailler ces artères, c'est comme si vous les entraîniez à des épreuves qui peuvent venir ultérieurement. Avoir des bons muscles capables de travailler, c'est une économie considérable pour le cœur. Je l'explique dans le livre, en fait c'est une machine cœur-muscle. C'est un peu comme une voiture avec son moteur et puis le poids de la voiture. Si le moteur fonctionne bien, on va passer les côtes, on n'aura pas de problème. Par contre, s'il y a 2 cylindres sur 4 qui ne fonctionnent pas, alors ce qui fait que notre système cœur-muscle est bon, c'est qu'il faut l'entraîner. Et donc il faut du muscle. Et vous allez protéger votre cœur en ayant des bons muscles, paradoxalement. L'eau, l'hydratation et la déshydratation, surtout la déshydratation, est-ce que ça peut entraîner une crise cardiaque? Non, je crois pas. Je crois pas, parce qu'on a des systèmes de régulation qui nous permettent de boire en fonction de nos besoins. Mais c'est vrai, inversement, que, et là on revient au problème de toxicité, plus vous buvez, plus vous vous diluez,
plus vous urinez et plus vous allez éliminer vite un certain nombre de substances qui de toute manière vont passer par les voies urinaires pour être éliminées. Et ça c'est vraiment très important, une substance déterminée que vous avez absorbée par mégarde dans votre alimentation ou en respirant, etc., et que vous éliminez dans les urines. Si vous avez très peu d'urine très concentrée, cette substance-là va être toxique pour votre arbre urinaire, pour votre vessie. Alors que si vous buvez beaucoup, la même substance diluée dans un grand volume ne sera pas toxique. Donc il faut boire beaucoup. Est-ce que le cholestérol a un rôle bénéfique ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le cholestérol, c'est une molécule indispensable à nos cellules. C'est la molécule la plus importante des parois cellulaires, des membranes cellulaires. C'est le cholestérol qui fait la rigidité et c'est le cholestérol qui détermine dans les parois cellulaires des zones qu'on appelle des radeaux sur lesquels viennent s'accrocher les protéines qui permettent de communiquer entre les cellules et qui permettent que la cellule communique avec son extérieur. Donc dès que l'on donne des médicaments qui perturbent le métabolisme du cholestérol dans les cellules, on perturbe la communication entre les cellules. Donc c'est vraiment une très très mauvaise idée. D'autre part, le cholestérol, c'est le substrat d'un certain nombre de substances qui sont indispensables à la vie. Quand je dis indispensables à la vie, par exemple, le cholestérol, c'est le substrat pour fabriquer les hormones du stress. Donc, si on nous prive de cholestérol, si on fait baisser notre cholestérol, on sera moins apte à réagir aux difficultés de l'existence, soit parce qu'on est une victime et qu'il faut s'échapper, soit parce qu'on est un prédateur et que pour survivre, il faut qu'on attrape notre proie. Sans compter que d'autres effets secondaires peuvent aussi se manifester avec le temps. Certains suspectent même des problèmes cognitifs, des problèmes sexuels et des cancers. Ce n'est pas encore prouvé, mais c'est possible. Ça, c'est au niveau très animal de l'aspect. Mais c'est aussi vrai pour la reproduction. Sans cholestérol, on n'a pas d'hormones sexuelles à des bons niveaux et par conséquent, on va avoir des problèmes dans la reproduction de l'espèce. On sait par exemple que la vie sexuelle des humains est perturbée par les médicaments anticholestérol. Et on le voit, quelque chose que l'on voit très très bien chez les êtres humains, c'est ce qui se passe au moment, par exemple, je vais prendre un exemple, on pourrait prendre les hommes, je vais prendre les femmes, au moment de la ménopause. Au moment de la ménopause, il se passe plusieurs phénomènes. Le premier, c'est évidemment que les ovaires cessent de produire des hormones femelles, des hormones sexuelles. Le deuxième phénomène, c'est que le cholestérol augmente. Et le troisième phénomène, c'est que le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral augmente chez la femme à la ménopause. Et on a longtemps pensé que cette augmentation du risque était due à l'augmentation du cholestérol. Alors, est-ce que cette augmentation du cholestérol chez la femme au moment de la ménopause est physiologique? La réponse est oui. Si vous manquez d'hormones sexuelles parce que l'ovaire n'en fabrique plus, tous les organes qui manquent de ces hormones envoient un message au cerveau en lui disant « il faut fabriquer plus d'hormones ». Pour fabriquer plus d'hormones, il faut le substrat. Donc le cerveau dit au foie, qui est le producteur de cholestérol dans notre organisme, d'envoyer du cholestérol aux organes et notamment aux ovaires. Et c'est pour ça que le cholestérol augmente dans notre sang. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui se passe si on donne des hormones de manière artificielle, traitement substitutif hormonal? Eh bien, il se passe exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que le cholestérol diminue. D'abord, la femme se sent bien mieux, etc., puisqu'elle a ses hormones, mais comme on pouvait s'y attendre, le cholestérol diminue. On pourrait s'attendre à ce moment-là, puisque le cholestérol diminue, que le risque d'infarctus diminue aussi. Eh bien, il se passe le contraire. Le risque d'infarctus augmente avec le traitement hormonal substitutif, et vous savez que ça a donné lieu à des controverses, puisque maintenant certains médecins ne veulent plus donner de traitement hormonal parce qu'ils ont eu des complications. Et chez les hommes, c'est la même chose. C'est la testostérone qui diminue en prenant de l'âge. Bon, c'est un phénomène beaucoup plus progressif que la ménopause, qui est assez brutal. Et dans le même temps, le cholestérol augmente chez les hommes en prenant de l'âge, et leur risque d'infarctus augmente. On aurait pu penser que c'était l'augmentation du cholestérol due au déficit en testostérone qui augmentait le risque d'infarctus. Alors certains ont donné des hormones à la testostérone. On met des gels comme ça chez des gens. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cholestérol diminue et le risque d'infarctus, il augmente.
Et on a même fait des études double aveugle randomisées, notamment aux États-Unis, financées par le ministère de la Santé américain, qui a dû être arrêté au bout d'une année, tellement il y avait de complications cardiovasculaires chez les gens auxquels on donnait de la testostérone. Voilà, c'est l'exemple absolument typique qui démontre l'innocence du cholestérol. Vous le diminuez avec un traitement hormonal et le risque d'infarctus augmente. C'est exactement le contraire de ce que dit la mauvaise théorie. Abaisser son cholestérol, c'est abaisser sa libido. On a publié un livre électronique pour montrer ça, tout à fait. À un moment déterminé, les vendeurs de statines ont essayé de vendre le contraire, mais c'est évident que non seulement le cholestérol est important pour produire les hormones sexuelles, qui sont indispensables pour la libido ou l'activité sexuelle elle-même, chez l'homme l'érection et chez la femme au moins le désir, mais en plus le cholestérol est indispensable, comme je vous disais, aux radeaux lipidiques qui se trouvent notamment dans les neurones, et c'est dans ces neurones-là, et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des récepteurs, que c'était là que se mettaient les récepteurs. Or les récepteurs à la sérotonine, ils viennent justement s'accrocher sur les radeaux lipidiques riches en cholestérol, et les récepteurs à la sérotonine, ils marchent mal si vous donnez des médicaments anti-cholestérol, et non seulement vous avez plus de dépression, plus de suicides chez les gens qui ont un cholestérol bas ou un cholestérol abaissé, mais en plus la notion même de désir sexuel disparaît. C'est pour ça que dans notre livre, on a dit que c'était un crime sexuel presque parfait, parce que non seulement on inhibe la vie sexuelle, mais comme on inhibe le désir même d'avoir une vie sexuelle, les gens ne s'en plaignent pas. C'est le crime parfait. Est-ce que ça a une action sur la fécondité? Alors, le cholestérol est indispensable pour avoir une fécondité normale puisqu'il faut des hormones sexuelles. Ceci dit, c'est quand même rarement à l'âge où les femmes se reproduisent que l'on donne des médicaments contre le cholestérol, notamment les statines. Donc on n'a pas vraiment d'études scientifiques démontrant un effet néfaste chez les femmes à l'âge de la reproduction. Mais c'est d'ailleurs une véritable catastrophe qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est de plus en plus de pédiatres mesurent le cholestérol chez les enfants avec l'idée que s'il est trop haut, ils vont leur donner des médicaments. C'est une catastrophe, ça, à venir, parce que le cholestérol est indispensable aux neurones, et là les médecins vont... J'espère que cette espèce de folie va s'arrêter le plus vite possible. C'est pourquoi on dit que les statines ralentissent le cerveau. Et bien sûr. C'est vraiment parfaitement démontré par des essais cliniques où on voit que les capacités cognitives des gens qui prennent des médicaments anti-cholestérol diminuent. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que c'est plutôt les femmes et que la capacité cognitive la plus atteinte, la plus rapidement en tout cas, celle où elles se plaignent le plus, c'est la mémoire. Donc troubles de mémoire toutes sortes de troubles neuropsychiques avec les médicaments anti-cholestérol, mais là, à nouveau, comme l'esprit d'alerte, d'alarme des gens est inhibé par le médicament lui-même, les gens pratiquement ne se rendent même pas compte qu'ils perdent leur capacité cognitive. L'entourage peut, évidemment. Mais rappelez-vous bien d'une chose, quand un médecin, parce qu'il faut quand même imaginer qu'ils font leur prescription en toute bonne foi, souvent les médecins constatent ces effets secondaires, que ce soit sur la vie sexuelle, que ce soit sur les capacités cognitives, que ce soit sur les capacités d'exercice physique, puisque ce sont vraiment des poisons des muscles et des ligaments, ces médicaments. Terribles. Donc les gens, en fait, s'ils sont sous statine, ils ne font plus d'exercice physique. Or, c'est le facteur de mode de vie fondamental avec la nutrition. Mais souvent, les médecins ont tendance à dire, écoutez, je vous les donne parce qu'ils vous sauvent la vie. Si vous n'avez plus de vue sexuelle, ne vous plaignez pas quand même, puisque je vous ai sauvé la vie. Et c'est extraordinaire, cette façon complètement inversée de voir la médecine, alors que justement, avoir une vie sexuelle épanouie, ça protège de l'infarctus. On parle de levure de riz rouge pour enlever les médicaments, les fortes statines. Est-ce que la levure de riz rouge présente les mêmes inconvénients que... Alors la levure de riz rouge contient une statine naturelle, mais évidemment à une concentration très inférieure à la statine qui est synthétique dans un comprimé. Donc ça ne présente aucun intérêt parce que si vous voulez baisser le cholestérol, vous n'allez pas le baisser assez avec la levure. Vous ne savez pas très bien quelles sont les autres substances présentes avec cette statine.
Et d'autre part, si vous en prenez beaucoup pour avoir une diminution importante du cholestérol, vous aurez tous les effets secondaires. Donc, c'est sans intérêt, c'est vraiment du business. Le cholestérol est innocent et ça ne sert à rien de le diminuer avec des médicaments. Et si vous adoptez un mode de vie protecteur, alors peut-être que votre cholestérol va diminuer et vous serez content. Mais s'il ne diminue pas, ça veut dire que votre métabolisme du cholestérol, le curseur, est réglé chez vous en fonction de votre mode de vie, de votre génétique, de telle manière qu'il est un peu haut, et bien on s'en fout. Et surtout ne pas le diminuer. Si vous avez adopté un mode de vie protecteur. Donc, même après la pose d'un stent, on peut vivre normalement sans statine. On vivra d'autant plus normalement, d'autant plus heureux sans statine, même après la pose d'un stent. Ça, c'est sûr. Au point de vue épidémiologique, on sait qu'aujourd'hui, contrairement à la situation d'il y a 30 ou 40 ans, les patients qui font des infarctus sont plus souvent qu'auparavant, déprimés. Il y a une sorte d'association dépression-infarctus. Certains pensent que c'est la dépression qui cause l'infarctus. D'autres pensent que c'est l'infarctus qui va provoquer la dépression. Mais souvent, le syndrome dépressif existe avant l'infarctus. Et c'est vrai qu'avoir un infarctus, ça ne va pas guérir une dépression. C'est plutôt un événement traumatisant de la vie. Alors, en fait, c'est une association que je qualifierais de, non pas de fortuite, mais qui est dû à nouveau au mode de vie. Le même mode de vie qui va vous conduire à l'infarctus, c'est un mode de vie, absence d'exercice physique, nutrition malsaine, intoxication, incapacité à surmonter les difficultés, mais c'est la définition de la dépression, toutes ces modalités du mode de vie vont aussi vous précipiter vers la dépression. Et donc c'est un peu comme le diabète, ce sont des maladies, elles sont pas, il n'y a pas de chaîne de causalité, elles sont associées souvent chez les mêmes individus parce que ce sont les mêmes modes de vie qui provoquent les mêmes altérations de l'état de santé. Et malheureusement, quand on donne une statine, on va faire deux choses. Un, on va augmenter le risque de diabète. On peut estimer aujourd'hui que la prise de statine chez les millions de Français qui en prennent crée de toutes pièces des nouveaux diabètes chez à peu près 10 000 personnes par an en France. Et les statines aussi vont favoriser ou vont amplifier les syndromes dépressifs. Tout ça en favorisant aussi les cancers et en n'ayant absolument aucun effet protecteur sur les maladies cardiovasculaires. Franchement, continuer à donner des statines aujourd'hui, c'est presque, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rationnel, c'est absurde. Les étrolles, c'est un plus ou moins nouveau médicament qui a été mis sur le marché avec comme fenêtre d'indication les gens qui soit ne supportent pas les statines, soit ne supportent pas les fibrates, soit lorsqu'on leur a donné un fibrate, une statine, n'arrivent pas à diminuer assez leur cholestérol. Et comme certains médecins prétendent que le bon cholestérol, c'est le cholestérol qu'ont les fœtus, vous voyez un peu ce que certains arrivent à dire, c'est-à-dire 0,3 g par litre, alors plus c'est bas et mieux c'est, et donc ça c'est le créneau, si je puis dire, de l'ézetimibe. Pourtant, quand on regarde les études scientifiques publiées aujourd'hui, il n'y en a aucune, strictement aucune, qui ait montré un effet bénéfique de ce médicament. Aucune. Théoriquement, si on se réfère à la règle dite d'or de la médecine scientifique, ce médicament ne devrait pas être sur le marché. Il devrait être retiré du marché immédiatement, puisqu'on n'a aucune étude qui justifie sa présence sur le marché. D'autant plus qu'il y a des effets secondaires, certaines études ayant montré une augmentation très nette du risque de cancer avec ce type de médicament. Donc, et surtout quand ils sont associés aux statines. Donc c'est vraiment un médicament à éviter à tout prix. C'est d'ailleurs la même chose avec les fibrates. Les fibrates, c'est un peu les médiators du cholestérol. On n'a aucune étude aujourd'hui montrant que c'est un effet bénéfique en termes de mortalité cardiovasculaire, d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, que c'est un effet bénéfique dans une quelconque population.
Les normes en médecine ont toutes baissé, que ce soit la pression artérielle, le glucose dans le sang, le poids, l'indice de masse corporelle, le cholestérol, tout a baissé parce que des sociétés savantes, je mets savantes entre guillemets, se sont réunies en général sous l'égide d'intérêts commerciaux, c'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique ou l'industrie agroalimentaire qui joue un rôle très important, hein, Unilever, Danone, etc. Ça joue un rôle très important aussi sur la santé, hein, ce sont des acteurs absolument fondamentaux. Eh bien, ils ont décidé que plus les normes étaient basses et plus les gens devaient intervenir, soit en achetant des aliments particuliers, une margarine ou un yaourt enrichi en phytostérol, ou bien prendre carrément un médicament. Et c'est cette tendance-là qui fait qu'on a baissé les normes progressivement, des grands savants, des grands universitaires, des experts, des chercheurs se sont réunis, et puis ils ont dit le mieux c'est d'être en fait toujours seulement le même raisonnement, le plus bas possible. Et pour être le plus bas possible, même un mode de vie extrêmement sain, on n'y arrive pas, et inéluctablement, il faut prendre un médicament. On y arrive quasi inéluctablement. On est au cœur, c'est du Molière, hein, c'est Dr Knock, hein, on fabrique artificiellement des gens malades qui ne le sont pas, sur la base de chiffres arbitraires. Totalement arbitraire. Ce sont des paramètres qu'on a transformés en normes. On n'est pas encore dans la maladie là. En fait, on traite des chiffres, on ne traite pas des malades. En fait, on traite des chiffres, on ne traite pas des malades. En fait, on traite des chiffres, on ne traite pas des malades. En fait, on traite des chiffres, on traite des chiffres. En fait, on traite des chiffres.